que vous voyez mon écran? J'avais demandé à Rodrigue de m'inscrire pour passer une petite présentation sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la transformation numérique. Parce que justement, ces dernières années, beaucoup de compagnies parlent de transformation numérique. On est passé par des étapes d'analytique avancée, d'analytique, et maintenant on parle de transformation numérique. C'est devenu un terme à la vogue. C'est pourquoi j'ai dit ben, je peux donner un petit lien entre l'intelligence artificielle et puis la transformation numérique. Donc voilà, c'est pourquoi je lui avais dit j'allais faire cette petite présentation là pour apporter ma contribution. En fait, ça ne sera pas trop long. Si on a un petit temps à la fin, je vais vous faire une petite démo là, mais si je n'ai pas le temps, ce sera partie remise pour une autre fois. Le plan de la présentation s'articule autour des points suivants, le concept et un point de concept et de définition. Souvent, les gens pensent que l'IA, c'est juste l'automatisation. Donc, je vais faire un petit point sur l'automatisation versus l'IA. Et après, je vais donner les principaux domaines de la transformation numérique, en abrégé DX. Là, quand vous allez voir DX, c'est transformation numérique. Je vais parler des bénéfices de l'IA dans la DX, puis après, le futur de l'IA dans quelques défis de la DX. Vous pouvez m'interrompre à tout moment si vous avez des questions sur une slide, ou vous pouvez attendre aussi à la fin. Là, et si j'ai quelques temps, je peux répondre. Sinon, je ne sais pas s'il y a un canal à la fin où on pourra interagir aussi. Là. Dans le chat, normalement, il peut déjà poser des questions. Oui, c'est ça. Il peut au fil du temps, oui. J'ai mis les trucs en anglais et puis bon, je peux parler en français, mais c'est plus simple pour moi comme ça de mettre mes slides en anglais et puis de parler en français. Le concept de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de définitions. Hein, selon que c'est Gartner ou whatever, beaucoup de gens donnent des définitions de l'intelligence, mais en gros, c'est toutes les technologies avancées qui incluent le machine learning, qui permettent d'interpréter des événements et de supporter et d'automatiser des décisions afin de prendre des actions. Ça, c'est Gartner qui dit. C'est-à-dire que c'est comme si on dotait de la machine, d'une intelligence quelconque. Même si cette intelligence vient du fait qu'elle apprend sur un certain nombre de données que l'on appelle la phase de training pour pouvoir prendre ces décisions. Donc, c'est ça, d'autres disent, Accenture pense que c'est une collection de multiples technologies qui permettent aux machines de détecter, de comprendre et d'agir, d'agir d'elles-mêmes pour pouvoir augmenter en fait les activités humaines. Pour le concept de machine learning, c'est aussi une branche de l'intelligence artificielle et de l'informatique qui se focalise sur les données et les algorithmes. Le machine learning, on a des algorithmes derrière qui, au vu du training, peuvent détecter un certain nombre de choses et faire des prédictions, tout simplement. Le processus de machine learning, là, ici, j'amène un peu le processus de machine learning. Le processus de machine learning, il faut avoir des données. Il n'y a pas de machine learning si on n'a pas de données. Si on n'a pas de données. Donc, ça start par avoir des données, c'est-à-dire la collecte des données. Il faut cleaner les données parce que les données ne sont pas clean. Il faut les cleaner, il faut choisir le bon algorithme. Par exemple, si on fait on peut faire une prédiction de classification qui ne va pas aller chercher un algorithme de régression.
Donc, dépendant de ton but final, tu vas choisir un algorithme qui te permet d'accomplir ce que tu veux accomplir. Donc, après, il faut construire ton modèle et puis faire des transformations, des prédictions. Donc, ce processus-là est un processus itératif parce que quand tu as ta prédiction, tu as tes statistiques de prédiction. Tu peux savoir si ton modèle il est bon, il est accurate ou bien il n'est pas si précis que ça. Tu peux reprendre, tu peux changer des features, des variables. Et tu peux créer d'autres variables dans ton modèle pour que ton modèle soit plus précis. Donc, ça, c'est un processus du data engineer qui va faire mais pour le reste, il interagit quand même avec les experts du métier parce que c'est eux qui connaissent les données, ils connaissent les variables. Il va interagir avec les experts métiers pour pouvoir faire la sélection des variables qu'il veut intégrer dans son modèle. Donc, c'est un phénomène très, très itératif. Et puis, en plus, tout ce processus-là, il faut retraîner le modèle au fil du temps parce qu'il y a des nouvelles données qui rentrent, et des nouvelles données avec des nouvelles réalités qui rentrent, donc ainsi de suite. Par exemple, si je prends l'exemple de la prédiction des prix des maisons. Par exemple, pendant la pandémie, on a senti un boom dans les prix des maisons. Supposons que toi, ton algorithme était basé sur des données d'avant la pandémie. Si tu veux prédire une maison au moment de la pandémie, tu auras une prédiction qui ne tient pas la route du tout parce que les données tu n'as pas les nouvelles données sur lesquelles la machine a eu à s'entraîner. Le deep learning, beaucoup aussi ont entendu parler du deep learning, c'est aussi un pan du machine learning, mais qui utilise les réseaux de neurones, c'est-à-dire avec 3 couches ou plus. C'est-à-dire tu as des différents layers et puis pour chaque layer, chaque sortie de layer devient une entrée de l'autre layer, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies un résultat probant en bout de ligne. Donc, le deep learning, lui, il essaie son processus n'est pas aussi compliqué là. Il essaie de comprendre le problème, il essaie d'identifier les données, il essaie de sélectionner un algorithme et il essaie de traîner le modèle et il teste le modèle en fin de compte. Donc, lui, il n'est pas forcément basé sur un supervised learning, c'est des données qui sont étiquetées, mais il peut, avec des données qui ne sont pas étiquetées, il peut avoir un training qui donne des résultats très, très probants. On entend souvent les gens dire, oh, ben, moi, je fais de l'intelligence artificielle parce que, oui, je fais de l'automatisation. Ce n'est pas tout à fait vrai. Oui, l'automatisation, c'est le début, mais l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste prendre les tâches et puis les reproduire par la machine de façon automatique. Oui, l'automation, c'est faire concevoir des tâches qui sont simples et répétitives. Ça n'implique aucunement un apprentissage quelconque. C'est juste basé sur des règles, c'est-à-dire telle règle, voilà comment ça se passe, et je reproduis la même règle dans la machine. Ça permet de générer des données, oui, c'est vrai. Quand tu l'automatises, tu génères beaucoup de données parce que la machine va aller plus vite, mais tu ne peux pas analyser les données avec de l'automation. Par contre, l'intelligence artificielle, lui, il permet de concevoir des tâches plus complexes qui ne sont pas forcément répétitives. Et il permet d'analyser, de réagir à son environnement et il se base sur des données courantes et des données précédentes. Donc, ils permettent de réaliser que dans tes données, tu as des patterns.
Et ces patterns-là te permettent d'avoir des insights pour ton entreprise. C'est-à-dire que tu prends des décisions basées sur des faits que tu n'aurais pas vu à l'œil nu, que tu n'aurais pas vu à l'œil nu parce qu'il y a tellement de données à analyser. Et la machine peut le faire en une fraction de seconde. Parlons maintenant de la transformation digitale. Transformation digitale, pour revenir à ça, c'est le fait d'utiliser les technologies pour transformer en fait les processus à faire, pour améliorer les processus à faire, pour avoir plus de productivité. C'est-à-dire toutes sortes de technologies qui peuvent permettre d'améliorer l'existence, c'est-à-dire d'améliorer le processus à faire, peut rentrer dans le cadre de la transformation digitale. Mais on a quatre grands domaines dans lesquels s'appuie la transformation digitale. On a la transformation des processus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus croire que la technologie va venir juste tout résoudre nos problèmes. Il faut utiliser la technologie, mais aussi la technologie va nous amener à transformer nos façons de faire, c'est-à-dire nos processus à faire. Donc, c'est pourquoi le premier domaine, c'est de transformer nos processus. C'est-à-dire que si on avait un processus de livraison qui va de A à Z, peut-être de A, B, C, D, peut-être que ce ne sera pas A, B, C, D, ce sera autre chose. C'est juste ça, on veut faire ressortir ici. La transformation du modèle d'affaires. Ça peut même amener les entreprises à transformer leur modèle d'affaires. C'est-à-dire que la façon dont on interagit avec les clients va changer. Peut-être qu'on l'appelait en ligne, ou peut-être que, par exemple, pour les sociétés d'assurance que je connais très bien parce que j'ai travaillé dans le domaine, je continue de travailler dans le domaine des assurances, pour faire une soumission de primes ou bien de contrats d'assurance ou quelque chose de ce genre-là, les gens, on avait des courtiers qui allaient taper de gauche à droite, porte à porte pour pouvoir avoir des clients. Mais maintenant, avec toutes les technologies qu'on n'en a pas besoin de tout ça, ou même l'assurabilité d'un client. Avant, on prenait toutes les informations, le client, il peut mentir, il peut faire ci, mais maintenant qu'on a beaucoup de données sur le client, on n'en a pas besoin. On a des algorithmes qui permettent de prédire l'assurabilité d'un client. C'est quelque chose qu'on a implémenté il y a, je pense, 4 à 5 ans quand j'étais à Industrial Alliance au Canada, pour dire, on a toutes les données sur les clients, on peut prédire la prime, où on peut prédire son assurabilité vu les différentes données qu'on a sur le client. On peut besoin chaque fois, donc en une fraction de seconde, lorsque la personne remplit le formulaire en ligne, on peut, en fonction des données qu'on a sur le client et des données qu'il va fournir, on peut recouper tout ça et puis tout de suite répondre aux besoins du client. Le domaine, la transformation du domaine. Le principal ici, exemple, c'est Amazon. Amazon faisait du e-commerce. Okay? Tout le monde sait ça. Amazon en ligne, on va acheter des choses maintenant. Mais Amazon, à un moment donné, avec la technologie qu'Amazon avait, a transformé son domaine pour aller même dans les clouds avec son Amazon Web Service, c'est-à-dire AWS. Amazon est devenu un fournisseur, un cloud provider actuellement. Donc, c'est un des exemples de transformation de domaine. Le dernier, c'est la culture, la transformation même culturelle en tant que telle ou organisationnelle des entreprises. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prendre la technologie, il faut avoir la culture de vouloir migrer vers ces technologies-là. C'est pas quelque chose qui est ancré parce que les façons traditionnelles de faire nos affaires ou de faire leurs affaires, les entreprises l'ont il y a des centaines d'années, des siècles. Okay? Il y a des entreprises qui existent il y a un siècle, donc ils avaient une façon traditionnelle de faire affaires. Maintenant, avec les technologies,
Ils doivent changer ces mindsets-là et cette façon de s'organiser pour avoir, pour être vraiment dans la transformation numérique. Dans tout ça, quels sont les bénéfices de l'IA? Donc, comme on parle du rôle de l'IA dans la transformation numérique, quels sont les bénéfices que la transformation numérique peut avoir de l'intelligence artificielle? J'ai mis 4 trucs, mais ça peut être plus que ça, là. Il y a l'opérationnalité de leur processus. C'est-à-dire qu'ils auront des processus plus opérationnels et aussi plus rapides, parce que tout le processus, il est automatisé, il est screené, il est en tout cas monitoré avec les technologies. Et ils auront une accélération de la croissance et puis une profitabilité très, très élevée parce qu'ils peuvent à temps réel prendre des décisions, par exemple. Quand j'étais à Industrial Alliance encore, il y a 3 ans, j'étais dans le département des placements de fonds et, pardon, je pense que je suis allé plus vite. J'étais dans le département des placements de fonds et puis le département de placement de fonds au niveau de l'assurance de l'industrie, c'est que toute l'assurance individuelle, l'assurance vie, l'assurance auto, toutes ces lignes d'affaires-là collectent des primes, right? Ces primes-là, le département des placements de fonds est chargé d'investir cet argent-là pour avoir des bénéfices, c'est-à-dire acheter des stocks, acheter des actions ou des obligations, ou en tout cas vendre, acheter pour avoir du profit. Donc, quand on dit augmenter la profitabilité, ici, c'est trouver des moyens technologiques qui permettent de prendre des décisions. Par exemple, pour prendre une décision sur les stocks, c'est-à-dire les marchés boursiers, il faut avoir les données, right? Donc, on amenait toutes les données des marchés le matin dans l'entrepôt de données, puis on avait un algorithme qui permettait de les prendre en temps réel et de proposer des ventes et des ventes de stocks ou des achats qui permettent d'avoir de la plus-value. Donc, ça permettrait au gestionnaire de fonds, dès qu'il arrive sur son dashboard, il voit les tendances qui lui permettent de prendre une décision rapide. Donc, ici, 360 degrés, la vue 360 du consommateur. En fait, si tu n'as pas une vue de tes consommateurs, tu ne peux pas leur proposer quoi que ce soit. Donc, si vous prenez l'exemple d'Amazon, tu vas sur Amazon, tu achètes un petit truc, la minute qui suit, il te propose d'autres produits. C'est-à-dire que c'est des systèmes de recommandation qu'ils ont derrière. Ce n'est pas compliqué à faire, il suffit d'avoir les données. C'est pareil, les gens qui intègrent les CRM, c'est-à-dire le Customer Relationship Management, dans leur système. Ça leur permet d'avoir des leads, ça leur permet d'avoir des contrats avec ces clients-là. Parce que quelqu'un qui vient sur mon site, il cherche quelque chose forcément. Donc, si j'ai toutes ces données en temps réel, j'ai les données de web en temps réel dans mon CRM, ça me permet de dire, oh, lui, c'est un potentiel lead, je peux faire affaire avec lui. Donc, je lui envoie un message ou en tout cas quelque chose de ce genre-là pour avoir son consentement et puis commencer à interagir avec lui. Ou peaufiner dans sa recherche, je peux peaufiner avec des recommandations de produits et puis peut-être qu'il va acheter ou pas. Donc, c'est ça, avec le Dynamic Analytics, l'analytique dynamique permet en temps réel d'avoir des données et de les analyser rapidement, de prendre des décisions. Ceci étant dit, quel est le futur de l'IA dans la transformation numérique? Quelques chiffres, que j'ai eu sur Forbes. 60% des CIO
en 2023 sont focalisés sur leur stratégie digitale. Ça veut dire que beaucoup ont compris et ils commencent à aller vers la transformation numérique. Comme vous le voyez ici, 89% des compagnies ont déjà adopté leur première stratégie côté affaires et ils sont en train de planifier la suite. Donc, il faut pas être en reste. Chacun doit saisir ces opportunités-là pour pouvoir évoluer et puis avancer dans la transformation numérique. Autre chose, ça c'était les chiffres que j'avais donnés, mais qu'est-ce que ça nous dit le futur de l'IA dans la transformation? J'ai cité sept domaines dans lesquels l'IA va performer dans les années à venir, à l'horizon 2025. C'est des logiciels qui sont très, très performants parce que plus on produit des tonnes de données, on a besoin d'une puissance de calculabilité des différentes machines. Et ça, on l'aura parce que tout le monde va dans le cloud. C'est comme si la puissance de calculabilité est illimitée dans l'espace et le temps, si vous voulez. Le deuxième, c'est le fait qu'actuellement, on commence, ou les gens le savent, les devs, vous êtes des informaticiens, vous savez, on commence à proposer aux gens le low-code et le no-code. C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont même pas informaticiens, ils pourront quand même faire quelques codes, quelques codés pour pouvoir avoir les applications en ligne. Le troisième, c'est, je ne vois pas le temps, mais un instant, je vais poser mon téléphone à côté. Le troisième, c'est l'intelligence artificielle, machine learning et autres. Maintenant, on parle même des AI, of think, c'est-à-dire que intelligence artificielle des choses. Et dans ce domaine-là, par exemple, toutes les chatbots, actuellement, quand vous appelez votre banque, votre assurance, ou tout ce que vous appelez, même dans les gouvernements, vous voulez des services au niveau du gouvernement, soit ici au Canada, aux États-Unis, whatever, c'est un chatbot, c'est quelqu'un, c'est un assistant virtuel qui est là, qui vous répond, qui vous demande, pose des questions pour pouvoir vous guider avant de vous passer à quelqu'un qui va résoudre votre problème s'il y a lieu. Sinon, il va vous guider jusqu'à la fin et puis bon, c'est fini en fait. Donc, il y en a qui pensent que dans 3 ans, cette intelligence artificielle conversationnelle là, va utiliser 15 milliards de dollars là, dans 3 ans en termes de dépenses. Il y a les multi-cloud avec le SaaS, les PaaS, le IaaS. Ça va prendre de l'essor, tout le monde y va. Tous les on-prime, tous ceux qui sont sur on-prime actuellement avec leurs serveurs vont migrer dans le cloud. Et les gens pensent que les multi-cloud donnent plus d'ouverture parce qu'il ne faut pas se focaliser sur un cloud. Il faut avoir multi-cloud pour dire, ben, si j'ai telle application qui utilise AWS, j'ai telle application qui utilise Google Platform ou Azure Cloud, je dois pouvoir faire en sorte que tout cet environnement-là puisse se parler dans mon écosystème. La cybersécurité, vous n'êtes pas sans savoir que dans la cybersécurité, l'IA est vraiment utilisée parce que pour détecter les intrusions, parce qu'actuellement, c'est difficile d'avoir une application qui puisse le faire. Il faut derrière une intelligence artificielle qui permet de détecter des actions qui ne sont pas usuelles dans un système pour soulever des warnings ou pour soulever des alertes aux experts en sécurité. Donc, vraiment, si vous regardez même la tendance, l'IA est beaucoup plus utilisée dans la cybersécurité que dans tout autre domaine. Le blockchain développement, ben, le blockchain va prendre aussi son essor parce que les gens utilisent le blockchain pour crypto-monnaie, ainsi de suite, même si ces derniers temps, ils ont quand même des petits problèmes.
bref. Le software 2.0, il y en a qui pensent que actuellement, ce n'est pas tout à fait développé, mais il y en a qui pensent que dans l'horizon 2025 ou dans quelques années, les gens vont commencer à générer du code source à partir des demandes, des carnets de demandes des utilisateurs. Quelqu'un qui te donne un requirement, normalement, ces requirements-là doivent pouvoir être automatiquement générés du code derrière. On n'en est pas là aujourd'hui, mais bon, les gens, l'imagination n'a pas de limite, puis les gens continuent de penser que tout ça, c'est possible. Je vais passer sous silence ce truc-là. Je voulais vous présenter un smart home, mais basically, bon, on n'a pas trop de temps. C'est juste pour vous montrer qu'actuellement, on a des maisons qui sont totalement connectées, puis tout est connecté. Tu peux, à partir de ton smartphone, au bureau, tu vas être en contact avec tout ce qui se passe dans ta maison. Si tu as un nounou qui s'occupe de ton enfant à la maison, tu peux monitorer tout ça, ou en tout cas. Tu peux même, avant de quitter la maison le soir ou à midi, où tu es sorti, tu veux revenir à la maison, tu veux te faire du café, tu peux le dégénérer automatiquement, démarrer automatiquement la machine à café. Dès que tu arrives, ton café est prêt, tu le prends et puis tu t'en vas. Il y a tout ça. Donc, vous savez déjà comme moi que tous ces trucs-là existent, puis ça continue d'avoir des essors. Et même l'énergie, pour sauver de l'énergie, les gens pensent qu'on peut utiliser ces smart homes-là pour sauver de l'énergie. Si tu n'es pas là, la température de la maison, par exemple, pour les maisons où il fait froid comme ici au Canada, où il fait très froid, tu peux sauver de l'énergie. Si tu es là, tu n'es pas là, tu peux diminuer le thermostat là, pour que le chauffage utilise moins d'énergie, ainsi de suite. Maintenant, pour la tendance de l'intelligence artificielle à l'horizon 2025, les gens pensent qu'on aura une tendance, les 10 technologies qui vont un peu révolutionner ici le monde. Donc, ils pensent qu'il y a la technologie du mobile. Il y a l'intelligence artificielle. Ça, c'est la réalité virtuelle. Les gens vont miser sur la réalité virtuelle. Ça, c'est le cloud. La robotique. Le 3D painting. Et toutes ces technologies-là, comme vous le voyez ici, à l'horizon 2025, vont révolutionner l'économie. C'est-à-dire les gens vont plus utiliser, ça c'est le blockchain, les gens vont plus utiliser, j'en ai déjà parlé plus haut, les gens vont plus utiliser ces 10 technologies-là pour révolutionner leur économie. Ça c'est la robotique, ainsi de suite. Donc, toutes ces technologies-là vont être un levier pour la transformation numérique des entreprises. Mais oui, on parle de transformation digitale, mais aussi il y a des défis. C'est pas que tout va se passer comme ça avec un claquement des doigts, là, parce qu'il y a toujours un défi pour y arriver pour de vrai. Donc, il faut que dans l'entreprise, on ait une stratégie de management du changement, parce que c'est un changement. Parce que passer des vieilles habitudes, des habitudes traditionnelles à la pure technologie ou à des technologies où on n'a pas besoin d'être humain, où on a besoin d'interagir avec des gens virtuels. C'est un changement même pour le consommateur, mais c'est aussi un changement pour les employés qui sont dans la boîte. Donc, on aura affaire à des technologies plus complexes et des logiciels plus complexes à gérer. On aura à adopter de nouveaux processus parce que ce n'est pas de l'automatisation pure et dure. Il faut aussi changer nos façons de faire, c'est-à-dire nos processus. Donc, ça, c'est un challenge. Et aussi, comme on le sait, oui, les technologies changent, mais aussi les besoins des utilisateurs changent. Comme vous le savez, on les appelle les milléniaux ou autres.
Si tu fais un site web aujourd'hui qui n'est pas, qui ne peut pas être mis sur un téléphone portable, oublie-le parce que personne ne va l'utiliser. En tout cas, les vieilles personnes vont l'utiliser qui ont un ordinateur. Mais beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui, si ton site web ne peut pas tenir sur un petit téléphone ici, là, ça ne va pas fonctionner parce que les gens, ils sont tout le temps sur leur téléphone, dans le bus, ils sont dans le métro, ils sont sur leur téléphone. Puis bon, c'est le seul moment où ils peuvent aller sur Internet et puis acheter quelque chose rapidement. Si toi, ton site web, il te faut un ordinateur ou balèze pour le faire, non, ça ne marche pas. Donc, c'est ça, c'est pour vous dire que la transformation, les besoins évolutifs des consommateurs aussi vont driver est un challenge, est un défi pour la transformation numérique. Aussi, nous les informaticiens, il faut qu'on ait d'autres skills. C'est pas, il faut se réinventer, il faut être à la page technologiquement, sinon on sera dépassé. Et puis bah, la technologie, il a besoin d'ingénieurs, il a besoin de scie pour être mise en œuvre. Et puis là tout ça, la sécurité, c'est toujours une problématique depuis l'Antiquité et ce sera une problématique jusqu'à la fin du temps parce qu'il n'y a pas de sécurité 100%. Donc, on fait toujours face à la sécurité. Quand un nouveau truc sort, il faut faire face à la sécurité de cette nouvelle technologie-là parce que les hackers sont aussi là pour ça. Le budget, les contraintes budgétaires, parce que tout ça, c'est pas du gratuit, là. On dit, oui, c'est facile, il faut mettre en place, mais c'est budgétairement, ça coûte quelque chose. Donc, il y a cette culture-là, le mindset. Comme je le disais, il faut changer la façon de penser, la façon de faire. Donc, cette culture doit être un défi parce que ceux qui n'aiment pas le changement seront en tout cas confrontés, on va être confrontés à ça. En conclusion, pour terminer, peut-être si j'ai pas assez de temps, là, il est 45, je ne sais pas, mais je vais conclure ici. Sinon, j'allais vous présenter un outil qu'on a fait pour nous en tant que start-up là, avec des collègues. Certains, on s'est associés pour faire un outil de prédiction des prix des maisons au Canada, plus précisément au Québec, dans la province du Québec. Et cet outil-là, tu mets des données des maisons, tu prédis le prix de la maison. Okay? Et après, il te donne des recommandations de courtiers qui ont vendu le même prix, le même type de bâtiment, très similaire, dans ta zone. Ça te permet de dire, OK, si je veux faire affaire avec un courtier pour vendre ma maison ou pour acheter ma maison, voilà les 4 meilleurs qu'on te présente. C'est un outil qui permet de mettre en relation vendeur-acheteur, mais en passant par un courtier au milieu. Donc, le courtier, c'est lui qui fait la transaction. Donc, il est au milieu. Donc, si tu veux vendre ou tu veux acheter, si tu viens sur le site, tu fais ta prédiction. Ça te permet toi-même d'avoir une première image, une première vue du prix de ta maison. C'est une prédiction, ça reste une prédiction. C'est pas 100% accurate, mais on est à 91%. Donc, ça veut dire que on peut être en dessin, on peut être en delà, mais tu peux avoir fait des rénovations, c'est toi qui sais, mais si tu nous donnes toute l'information que tu as, on te donne la prédiction de ta maison et ça te permet d'avoir une idée avant de discuter avec les courtiers. Parce qu'actuellement, au Canada, comment ça se passe nous, au Québec, le gars, il veut vendre sa maison, il va voir un courtier. C'est le courtier qui regarde les comparables, c'est-à-dire il regarde des maisons qui sont vendues à côté pour donner le prix de la maison du gars. Il va te dire, bah, ta maison fait 400 000 $ canadiens. Donc, tu n'as aucun outil pour comparer, pour le challenger. Si tu as un outil qui te permet au début de challenger la personne, moi aussi, j'ai une idée un peu, on peut s'entendre. Ça ne veut pas dire que tu remets en cause son expertise, mais ça te permet d'avoir une idée. Bref. Donc, ces CEO-là, CTO du moins, Chief Technology Officer, il disait que pour conclure sur la transformation numérique, que
Il ne suffit pas d'avoir des technologies. La transformation numérique, c'est de savoir, c'est l'habilité de pouvoir choisir la bonne combinaison d'outils. Parce qu'il y en a tellement d'outils. En fonction de ton domaine d'études, en fonction de tes besoins, pour pouvoir choisir la bonne combinaison, trouver la bonne combinaison de tes outils pour pouvoir accélérer ou en tout cas ta transformation numérique. Donc, il reste 12 minutes. J'avais dit à Rodrigue que j'allais quitter plus tôt, là, mais parce que j'ai une réunion à 10 heures. Sinon, j'allais vous présenter l'outil, mais je vais tenter de le faire. Je vais tenter de le faire rapidement. Attendez, là. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous voyez? Là, c'est déjà positif. Vous voyez mon écran? Non, attendez, je n'ai pas. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas partagé ça. Michel. Vous voyez quel écran là? Vous voyez ça? Oui. Donc, si vous voyez ça avec la carte? Oui, c'est ça. OK, je disais que on a notre site qui permet d'estimer la valeur marchande, c'est-à-dire que je n'ai pas assez de temps pour faire tout le schéma, mais je reviens ici pour vous dire, si tu fais tes estimations, ce sont des estimations que j'ai faites dans le temps, là. Si tu fais tes estimations, tu peux voir les points où tu as fait tes estimations et puis ton estimation ici de montant. Okay? Tu peux venir voir les détails de l'estimation, c'est-à-dire que le montant des IAE et puis le montant maximal. C'est-à-dire que ça te donne une marge de manœuvre pour voir qu'est-ce que tu dois faire des choses. Donc, tu vas avoir les comparables à ton bien ici et tu auras les quatre meilleurs courtiers avec leur agence. Et on va te dire combien de maisons ils ont vendues les 12 derniers mois, qui ont vendu un bien comparable à ta maison. Donc, ça te permet, si tu veux, tu rentres en contact avec ces courtiers-là. Par exemple, ici, lui, il a vendu 87 maisons, lui, il a vendu 254, lui, il a vendu 310, lui, il a vendu 212 derniers mois. Donc, c'est 2 biens comparables à vos biens, 4 biens comparables. C'est 4 biens comparables, un bien qui est comparable. Donc, sur les 87, lui, il a un bien qui est comparable à ton bien, c'est-à-dire les caractéristiques sont très, très, très similaires. Donc, ici, on a ces biens-là qui sont comparables ici. C'est-à-dire, tu as vendu ta maison, voilà celui qui a vendu une maison qui est comparable à ta maison. Ici, 445, 545. Ça te permet d'avoir un truc. Donc, et tous ces systèmes-là est lié à un système qu'on appelle le CRM. On a le CRM Zoho. Et on envoie ces informations-là dans Zoho pour permettre aux courtiers d'avoir toute l'information en temps réel. Donc, je n'ai pas assez de temps pour vous montrer tous les détails de l'application, mais grosso modo, on utilise l'intelligence artificielle, comme on l'a dit, pour la transformation numérique dans le secteur de l'immobilier. Parce que c'est un domaine qui est ça n'existe pas, cet outil-là à Québec, dans la province du Québec. Donc, je vais m'arrêter là. Si vous avez une ou deux questions, parce que j'avais dit j'allais finir à 50, là, mais quoi, je peux prendre une ou deux questions rapides. Sinon, je serai là toujours. Je vais regarder les chats, puis répondre à vos questions au fur et à mesure. Que si je finis ma réunion, je peux revenir répondre à vos questions. Donc, merci pour votre aimable attention. Pour la présentation, et, avec beaucoup d'intérêt, surtout avec la petite moi. C'est un cas concret. Donc, peut-être si vous avez un petit moment pour répondre peut-être à une question. Oui. Okay. Si il n'y a pas de problème. Moi, on a pu suivre la présentation. C'est déjà bien. Docteur Bandé Moustapha.